2025 commence fort avec DeepSeek qui a partagé ses recherches sur R1, le modèle qui vise à reproduire O1 d'OpenAI. Et la surprise dans ce qu'a partagé la société chinoise, c'est qu'il faut essentiellement du RL, rien que du RL, pour permettre au modèle de langage de s'auto-améliorer et d'apprendre à résoudre des tâches de plus en plus complexes. Alors, on va décrypter tout ça. Alors déjà, le RL, ou apprentissage par renforcement, c'est quoi et pourquoi c'est important ? Imaginons qu'on veut faire atterrir cette fusée automatiquement, c'est-à-dire qu'on veut un algorithme qui va piloter la fusée pour la faire atterrir. La première solution, ce serait de construire cet algorithme à la main en se basant sur des calculs physiques. On en déduirait des règles qui seraient alors suivies par notre algorithme. Par exemple, quand la fusée est trop penchée, on va la redresser, quand on arrive près du sol, ralentir, etc. Alors ça c'est bien, et en pratique actuellement, si on veut faire atterrir une fusée, c'est comme ça qu'on fait, mais on le voit, ça nécessite un humain, même un expert pour concevoir l'algorithme. Ce n'est pas ce qu'on appelle de l'IA. Ce qu'on appelle de l'IA, ça va être la situation où l'algorithme va être appris. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien par exemple, on pourrait lui montrer des séquences où des humains font atterrir eux-mêmes la fusée, et l'algorithme va s'entraîner à reproduire les atterrissages. Alors encore une fois, ça nécessite des humains, mais déjà on remarque que l'algorithme est plus libre. On ne va plus imposer des règles précises, c'est l'algorithme qui va établir ces règles pour recopier l'humain afin de faire atterrir la fusée. On parle souvent d'apprentissage par imitation ou imitation learning, et dans le contexte des LLM, ça correspond à deux phases, la phase de pré-entraînement où on entraîne le modèle à recopier du texte humain, ainsi qu'à la phase de SFT pour supervised fine-tuning ou affinage supervisé puisqu'on donne à l'algorithme la réponse qu'il faut écrire, ce qui correspond à la trajectoire qu'il faut suivre pour faire atterrir la fusée. Donc ça nécessite des humains, ce qui coûte cher et qui fondamentalement limite les capacités de notre IA. Mais en plus et surtout, l'algorithme n'optimise pas vraiment ce qui compte en fait. Son but direct c'est de recopier les actions pour la fusée et le texte pour l'LLM d'un humain. Et indirectement, il est possible que oui, ça lui permette de faire atterrir la fusée ou bien de résoudre des problèmes de maths. Et donc ça introduit tout un tas de problèmes, le fait que ce soit indirect, comme les facteurs confondants. Si on entraîne par exemple une voiture autonome à recopier la conduite d'un humain, on pourrait imaginer que l'algorithme, en voyant donc un humain conduire, il déduise que freiner fait apparaître des piétons, alors que c'est le contraire. L'algorithme n'apprend donc pas par expérience, mais plutôt par copie. Et c'est là que vient l'apprentissage par renforcement, ou RL pour Reinforcement Learning. Là cette fois, on va baser le signal d'apprentissage sur des récompenses. Si l'algorithme arrive à faire atterrir la fusée, on lui donne une récompense positive, et s'il la fait s'écraser, une récompense négative. Et donc on va optimiser l'algorithme pour qu'il reçoive le plus de récompenses possible. Et là, on le voit bien, on optimise exactement ce qui nous intéresse. En fait, l'algorithme maintenant, il est libre de faire comme il veut. Pour faire quoi ? Pour faire atterrir la fusée. Et donc ce qu'on appelle RL, ce sont toutes les méthodes qui permettent justement de modifier les algorithmes pour faire en sorte qu'ils reçoivent plus de récompenses. Alors, l'idée globale, c'est de renforcer les actions qui ont mené à une récompense positive. Et sur la chaîne, il y a tout un cours sur le RL. Donc la grande question de 2024 et de 2025, c'est de se demander si, au lieu de faire de l'apprentissage par imitation pour que les LLM résolvent des problèmes, est-ce qu'on peut plutôt appliquer de l'apprentissage par renforcement ? Alors pour rappeler le contexte, donc vous connaissez les LLM démocratisés par ChatGPT en novembre 2022, et il se trouve que les premiers LLM n'étaient pas très bons lorsqu'il s'agissait de résoudre des problèmes complexes. Par problème complexe, on entend des problèmes qui nécessitent un raisonnement, un déroulé d'étapes qui, mises bout à bout, permettent d'arriver à la conclusion, à la réponse. On s'est rendu compte que leur demander de raisonner étape par étape au moment où on leur pose la question les aide à résoudre des problèmes plus complexes. En fait, cela les force à détailler leur raisonnement à l'écrit avant de produire la réponse. On parle de code prompting. Prompting, ça veut dire qu'on oriente le modèle vers un type de réponse particulier, et code, ça veut dire chaîne de pensée. Donc on oriente le modèle à produire des chaînes de pensée avant sa réponse finale. Et pourquoi ça marche ? Parce que en fait, il est plus probable pour le modèle de donner la bonne réponse une fois le raisonnement écrit, plutôt que seulement à partir de la question. Et donc, tout ça c'est bien, mais encore faut-il que le raisonnement en lui-même, la chaîne de pensée, soit bonne. Sinon, c'est compliqué d'en déduire la bonne réponse. Et c'est justement là que peut intervenir le RL. En fait, on va formuler la production d'une chaîne de pensée sous la forme d'un problème d'apprentissage par renforcement. Si on reprend l'exemple de la fusée, l'algorithme accomplit une séquence entière d'actions avant de recevoir sa récompense, l'atterrissage ou le crash. Il bouge ses moteurs, il s'oriente, etc. Tout ça pendant un certain temps avant, à la fin, de savoir si oui ou non ça a été pertinent. Et bien là, pour le modèle de langage, ça va être pareil. On va considérer que chaque mot de la chaîne de pensée constitue les actions, et au final, on va donner une récompense qui traduit si oui ou non la réponse est correcte.
Et si on arrive à mettre en place cela, c'est gagné. Quand on sait comment AlphaGo a réussi à complètement dépasser les humains et même réinventer leurs techniques sur le jeu de Go, on arrive difficilement à concevoir ce que peut entraîner les mêmes méthodes sur des raisonnements de maths. Mais évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, en tout cas ça l'était jusqu'à récemment. DeepSeek a justement montré qu'utiliser seulement du RL et aucune imitation, aucun SFT, permet d'améliorer les chaînes de pensée et permettre à ces modèles de résoudre des problèmes plus complexes. C'est le modèle qu'ils appellent DeepSeek R1.0, 0 qui reprend la terminologie d'AlphaGo 0, qui était une amélioration de AlphaGo, et 0 parce qu'il n'utilise aucune donnée humaine. Il ne fait aucune imitation. Ce modèle R1.0 a donc été entraîné en partant d'un modèle de base, un modèle de langage classique, donc DeepSeek V3, et en appliquant un apprentissage par renforcement pour résoudre des problèmes de maths. On lui donne un problème, on le fait résoudre ce problème des centaines de fois en parallèle, et on évalue la réponse de toutes les résolutions. Et une fois ces récompenses obtenues, donc 0 ou 1, avec un algorithme d'apprentissage par renforcement, on va renforcer les chaînes de pensée qui ont mené à produire une récompense de 1. C'est-à-dire qu'on va les rendre plus probables en modifiant les paramètres du réseau de neurones. Et on fait ça pour des milliers de problèmes de maths. C'est exactement comme la fusée qu'on entraîne à générer les bonnes combinaisons de contrôle pour atterrir. Et cette formulation, qui est très simple, qui n'utilise qu'une seule phase et qu'un seul algorithme de RL, paradoxalement, ça marche très bien. Au cours de l'entraînement par renforcement, les performances sur AMI, un benchmark de maths, passent de moins de 20% à plus de 70%. Et ce qui est intéressant, c'est que le LLM va progressivement changer sa manière de raisonner. Par exemple, on le voit ici, il va produire des réponses plus longues. Et ce n'est pas nous qui lui avons dit de produire des raisonnements plus longs, mais c'est lui qui en a eu besoin, entre guillemets, pour pouvoir résoudre des problèmes complexes. Et ça fait penser à cette courbe-là, dévoilée lors de la sortie d'O1 par OpenAI, qui montrait que plus O1 passait du temps à réfléchir, meilleur il était. Là, c'est un peu pareil, le RL pousse le modèle à passer plus de temps à réfléchir pour avoir de meilleures performances. Par réfléchir, on sous-entend créer des chaînes de pensée. Et en plus de l'augmentation de la taille des réponses, on constate l'apparition dans les chaînes de pensée de mots comme wait qui permettent, dans un raisonnement, de faire des retours en arrière. Et ça, c'est très intéressant, c'est une stratégie qui a été donc découverte par le RL pour produire des raisonnements robustes. Il utilise certains mots de la langue anglaise pour articuler et structurer son raisonnement. Alors on peut dire que oui, mais les LLM sont habitués à manipuler la langue anglaise. Oui, mais ils sont entraînés à compléter des phrases, à compléter des contextes, sans jamais les remettre en question, comme on le voit dans cet exemple où le modèle poursuit l'exemple fictif. Faire des retours en arrière, des autocorrections, c'est vraiment quelque chose qui apparaît avec le RL. Alors, il y a quand même un problème avec DeepSeek R1.0, ça vient du fait qu'il optimise la récompense finale, c'est-à-dire prédire la bonne réponse. On ne lui dit pas qu'il faut que les chaînes de pensée qu'il produit soient totalement compréhensibles. Et en effet, lors de son entraînement, R1.0 s'est mis à produire des chaînes de pensée qui mélangeaient notamment l'anglais et le chinois et qui n'étaient pas toujours compréhensibles, bien que le résultat final était correct. Si on reprend l'exemple de la fusée, quand on l'entraîne, il faut s'attendre à ce qu'elle utilise n'importe quel moyen pour réussir à atterrir. Elle peut atterrir d'une manière complètement non conventionnelle, tant que l'environnement le permet. Avoir des chaînes de pensée compréhensibles, on peut se dire que ça permet de comprendre comment la réponse a été produite, mais en fait, même avec des chaînes de pensée qu'on croit comprendre, il peut très bien y avoir un raisonnement caché qui n'est pas exprimé sous forme de mots. D'ailleurs, il existe des méthodes comme Coconut qui ont pour but de faire raisonner les LLM entièrement dans leur espace latent, sans transcrire le raisonnement sous forme de mots. En tout cas, d'un point de vue scientifique, c'est extraordinaire de voir comment le RL seul fait apparaître des stratégies de raisonnement. Et c'est aussi extraordinaire de savoir que c'est le même algorithme de RL qui arrive à faire atterrir des fusées et à faire raisonner des LLM. On n'a plus besoin d'intervenir pour guider les modèles. Avant, les LLM parlaient notre langage parce qu'ils recopiaient les données humaines. Là, c'est plus aussi simple. R1.0 articule des raisonnements avec du langage humain, d'une manière quand même assez subtile, sans pour autant recopier ce que fait un humain. Pour régler le problème des chaînes de pensée non compréhensibles, DeepSeek a aussi entraîné DeepSeek R1, tout court, qui utilise du RL, mais qui le fait aussi passer par des étapes d'imitation, de SFT, pour faire en sorte que les chaînes de pensée restent lisibles. Alors c'est sûr que scientifiquement, c'est moins intéressant, c'est plus complexe, en plus il faut des données humaines, mais il faut ce qu'il faut pour faire un produit. Alors maintenant, est-ce que R1 c'est la méthode utilisée par OpenAI pour O1 et O3 ? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas non plus si la méthode d'OpenAI est la meilleure. Peut-être que celle de DeepSeek est meilleure. Il y a eu aussi d'autres essais pour reproduire les méthodes d'O1 et O3. On fera peut-être une vidéo pour comparer ces méthodes avec celle de DeepSeek. Mais c'est vrai que la méthode de DeepSeek est très attrayante car elle est très simple, ne nécessite pas de données externes et malgré cela reste économe en données. La bonne nouvelle aussi, c'est que les résultats de R1.0 ont été reproduits à petite échelle ces derniers jours par 2 équipes indépendantes. On va maintenant voir 3 problèmes ou 3 limites qui peuvent intervenir quand on utilise cette méthode de RL avec des LLM.
Le premier, c'est que comme on donne une seule récompense 0 ou 1 à l'issue du raisonnement, eh bien, si au début de la phase du RL, le modèle n'arrive jamais à trouver la réponse, il ne va jamais obtenir une récompense de 1, et donc il ne saura pas quelle chaîne de pensée est bonne ou mauvaise. Et en général, en RL, le modèle doit explorer des actions, c'est-à-dire essayer certaines actions et puis voir lesquelles sont bonnes. Sauf que là, si le modèle de base n'est pas bon, c'est très difficile, voire impossible de tomber par hasard sur la solution d'un problème de maths. Donc c'est pour ça qu'il faut que le modèle de base soit suffisamment fort pour que l'exploration se passe bien. On l'a vu, il faut pouvoir donner au LLM sa récompense, c'est-à-dire savoir si la réponse est correcte ou non. Et pour cela, DeepSeek utilise des vérifieurs automatiques en faisant du parsing de la réponse. Donc c'est assez simple à faire pour des problèmes de maths ou de code, où l'on sait vérifier si une solution donnée est bonne. On peut donc appliquer cette méthode à ces domaines, le maths et le code, et la question c'est, est-ce qu'en améliorant les raisonnements pour arriver à résoudre des problèmes de maths, les capacités de raisonnement apprises vont pouvoir être transvasées à d'autres problèmes et d'autres domaines? La réponse pour l'instant semble être oui, puisqu'on le voit, R1 est meilleur que V3 dans des domaines comme l'écriture, alors qu'il s'est seulement entraîné à raisonner sur des problèmes de maths. Un autre problème est le fait que les chaînes de pensée deviennent très longues. Si on pose à DeepSeek R1 la question « Pourquoi 5 factoriel vaut 120 ?», il va dérouler une chaîne de pensée très longue dans laquelle il va plusieurs fois se remettre en question sur des choses pourtant simples, ce qui fait qu'au final, il va refaire le calcul au moins 5 fois et passer 40 secondes à réfléchir avant de produire sa réponse. On pourrait peut-être imaginer une sorte d'apprentissage curriculaire. On laisserait pendant la phase de RL le modèle produire dans un premier temps de longues chaînes de pensée, et puis au fur et à mesure, on lui donnerait une récompense négative pour les chaînes de pensée trop longues. Voilà pour les problèmes liés à cette méthode. Alors, étant donné la simplicité de celle-ci, on peut se demander pourquoi ce n'est pas arrivé avant. Alors déjà, je pense qu'il y a un aspect psychologique. Une fois qu'on a su qu'OpenAI avait réussi à intégrer du RL, ça a ouvert la voie à d'autres équipes pour tenter des méthodes à base de RL. Mais aussi, il faut dire que les modèles de base se sont grandement améliorés en 2024, notamment sur les maths. Et on l'a vu, ce genre de méthode a quand même besoin de bons modèles de fondation. Et puis, toujours liés à ces modèles de fondation, ils sont aujourd'hui entraînés sur beaucoup de données de type chaîne de pensée, ce qui, de base, fait que le modèle fondation arrive à avoir des raisonnements qui tiennent plus ou moins la route, ce qui permet au RL de prendre le relais et de facilement améliorer les chaînes de pensée. Voilà, pour terminer la vidéo, je vous redirige vers deux de mes vidéos passées. L'une explique l'algorithme PPO appliqué sur des drones qui battent des champions du monde. Donc PPO, c'est un algorithme de RL très proche de celui utilisé pour R1.0. Notre vidéo parle du RLHF, donc, ou apprentissage par renforcement à partir de retours humains. Vous allez découvrir dans cette vidéo qu'en fait on utilise déjà de l'apprentissage par renforcement dans les LLM, mais ce RLHF en fait c'est une sorte de hack, une technique pour reformuler un apprentissage par imitation sous forme d'apprentissage par renforcement. On donne des récompenses quand le LLM arrive à correctement imiter l'humain. Et pourquoi on fait ça? C'est essentiellement pour limiter les coûts humains. C'est plus facile et rapide pour un humain de dire « j'aime cette réponse » que « recopie cette réponse », puisqu'il n'a pas besoin d'écrire la réponse. C'est le LLM qui écrit et c'est l'humain qui juge. Le RLHF, bien que ce soit en théorie du RL, n'offre pas la liberté qu'offre le RL habituellement, tel qu'on l'a vu dans cette vidéo. Voilà, et pourquoi est-ce qu'on dit que le RL est de retour? Eh bien parce qu'en 2015-2016, tout le monde parlait du RL, tout le monde pensait, un peu comme avec les LLM actuels, que le RL allait mener vers l'intelligence artificielle générale dans les prochains mois ou les prochaines années. Au final, les avancées du RL ont stagné et les espoirs sont retombés. Et avec du recul, le RL, c'est très puissant, mais si on lui donne des objectifs trop compliqués, comme résoudre des problèmes de maths, sans pour autant lui donner une bonne base de départ, eh bien ça mène nulle part. Les LLM fournissent justement cette base de départ. En tout cas, l'année 2025 s'annonce très intéressante à suivre. DeepSeek accomplit vraiment des prouesses en ce moment, entre les 5 millions de dollars utilisés pour DeepSeek V3, ce qui est très peu, et puis là avec R1, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre. En 2024, ils avaient déjà publié des choses très intéressantes, et on entend beaucoup parler de DeepSeek seulement maintenant, grâce à R1 justement, qui est un peu l'AGI at home, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale, en tout cas pour certains, qu'on peut avoir en local. Et on l'a vu ces derniers jours, des milliards sont actuellement injectés, notamment avec Stargate du côté des États-Unis, avec 500 milliards de dollars, ou encore la Chine qui annonce avoir investi 137 milliards de dollars. Voilà, j'espère que cette vidéo aura suscité votre attention, c'est vraiment intéressant de suivre tout ça. Peut-être qu'une vidéo suivra sur DeepSeek V3 et les techniques qu'ils ont utilisées. En tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter, et moi je vous dis à la prochaine.